bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire de l'innovation. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine Hélène Trouillard et je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole. Donc notre mission chez Laval Mayenne Technopole, c'est d'accompagner l'innovation et les projets d'innovation sur le territoire de la Mayenne, que ce soit auprès des porteurs et porteuses de projets de création d'entreprises innovantes, on en a quelques-uns présents ce matin avec nous, des startups, des entreprises établies sur le territoire ou des collectivités. Et une partie importante de notre mission, c'est de diffuser l'innovation, les méthodes et bonnes pratiques pour donner envie, pour permettre à un maximum d'entreprises et d'acteurs économiques de se rendre compte qu'il est possible d'innover, qu'il existe des outils et méthodes à la portée de toutes et tous. Pour participer à la diffusion d'une culture de l'innovation sur le territoire, nous organisons le programme des matinées et webinaires de l'innovation tous les deuxièmes mardis du mois, avec soit une matinée en présentiel, sous la forme d'un atelier pratique ou de témoignages, ou soit, comme ce matin, avec un webinaire. Et donc ce matin, la thématique que l'on vous propose, c'est celle de l'éco-conception. L'éco-conception à portée de main. Et c'est parti. Donc, ce que j'ai prévu d'aborder ce matin sur l'éco-conception, ça va être un premier temps de définition. C'est quoi l'éco-conception et qu'est-ce que ce n'est pas également l'éco-conception. On parlera des bénéfices qu'on peut en attendre et les idées reçues qu'on peut avoir sur cette méthode. On entrera ensuite dans en quoi ça consiste concrètement, les grands principes, la démarche. Alors, dans les grandes lignes, je ne vais pas pouvoir vraiment rentrer en profondeur. On fera un focus sur le cycle de vie d'un produit et un focus sur le cycle de vie d'un service. Et je vous montrerai aussi rapidement quelques outils couramment utilisés dans l'éco-conception. Je vous présenterai encore quelques exemples d'entreprises et puis comment aller plus loin concrètement dans vos entreprises. Alors, pour démarrer, je vais vous faire travailler un petit peu et je vais vous proposer un petit sondage. Dans quelle mesure votre entreprise est impliquée dans l'éco-conception? Est-ce que c'est un niveau 0? L'éco-conception n'est pas appliquée par mon entreprise. Est-ce que c'est un niveau 1? Mon entreprise est informée et sensibilisée, mais avec des pratiques limitées. Est-ce que c'est un niveau 2? Mon entreprise a intégré l'éco-conception et la performance environnementale dans une vision à court terme. Ou est-ce que c'est le niveau 3? Mon entreprise met en œuvre l'éco-conception de façon systématique avec une vision long terme. Et vous avez ensuite une deuxième question qui est quand vous entendez éco-conception, vous pensez d'abord à. Et là, vous pouvez noter donc vos réponses, écrire le texte qui vous vient en tête lorsque vous pensez à l'éco-conception. Vous êtes 24% à avoir un niveau 0, l'éco-conception n'est pas appliquée, et la majorité, 65%, à être au niveau 1. Mon entreprise est informée et sensibilisée avec des pratiques limitées. Donc en gros, les réponses, vous êtes en une majorité à être sur le niveau 1. Et après, à la deuxième question, quand vous entendez éco-conception, vous pensez d'abord, on a beaucoup de réponses qui sont cycle de vie, développement durable, produits défectueux. On a impact environnemental, les paramètres environnementaux, procédures écologiques, fabrication, déchets, services, etc. Ok, eh bien, écoutez, merci pour votre participation. Moi, je vais vous partager cette étude de l'ADEME qui date de 2020 et qui était la même question posée à des entreprises qui étaient déjà un petit peu sensibilisées à l'éco-conception, donc comme vous aujourd'hui, puisque vous êtes présent à ce webinaire. Et donc la question, dans quelle mesure votre entreprise est impliquée dans l'éco-conception? Et là, les réponses, elles étaient quand même supérieures au panel d'aujourd'hui, puisqu'on en avait 33% qui étaient déjà au niveau 3, 18% au niveau 2 et 25% qui n'avaient pas du tout appliqué dans leur entreprise. Alors, si on veut parler d'éco-conception ensemble ce matin, il est important de bien définir ce que c'est et peut-être aussi de bien définir ce que ce n'est pas l'éco-conception. Donc, je démarre, ça va être un petit peu formel, mais voilà, la définition de la norme ISO 14006. L'éco-conception, c'est une approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux dans le processus de conception et de développement, dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service.
Cette démarche, elle est préventive et elle s'applique dès la genèse du produit. Elle vise à maintenir les qualités d'usage du produit tout en réduisant son impact environnemental. Et ça, pour moi, c'est important. L'éco-conception est à la fois multi-étapes tout au long du cycle de vie et également multi-critères, c'est-à-dire qu'elle va vraiment s'intéresser à divers impacts. Mais on va revenir là-dessus. Hem, Peut-être que vous êtes comme moi, mais quand on entend parler d'éco-conception, on entend aussi parler d'autres termes, comme le développement durable, la responsabilité sociétale des entreprises, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité de la collaboration, l'économie collaborative, le bilan carbone. Il y a beaucoup de termes et moi, au début, j'ai eu, pas mal, de mal à comprendre comment tout ça, ça se positionnait, comment ça s'imbriquait. Et donc, je vais essayer de vous présenter rapidement quelques définitions, quelques notions pour qu'on positionne bien, l'éco-conception, dans cet environnement-là. Donc déjà, le développement durable, c'est pour faire simple, c'est grand cadre global. Donc il vise à répondre aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre ceux des générations futures. C'est un peu le premier terme qu'on a entendu il y a quelques années. Il repose sur 3 piliers qui sont économiques, assurer de la richesse et des emplois durables, social, pour assurer le bien-être, la santé et l'équité, et environnemental, protéger la planète et les ressources. La responsabilité sociétale des entreprises, ou RSE, c'est la mise en pratique du développement durable dans les entreprises. Une entreprise socialement responsable agit positivement sur les 3 piliers qu'on vient de voir, l'environnement, le social et l'économie. L'économie circulaire, pour sa part, c'est un modèle économique qui cherche à limiter le gaspillage et à réutiliser les ressources au maximum. Et ça va un peu se définir en contrario de l'économie linéaire qui consiste à produire, consommer, puis jeter. Les principes clés de l'économie circulaire, parmi ceux-ci, il y a l'éco-conception des produits ou des services, donc qu'on va voir ce matin. Il y a d'autres principes qui peuvent être le réemploi, la réparation, le recyclage, la réduction des déchets, la valorisation des matières. L'économie de la fonctionnalité et de la collaboration, aussi appelée EFC, ça veut dire qu'on ne vend plus un produit, mais on vend l'usage ou le service rendu, souvent en coopération avec d'autres acteurs. L'objectif, c'est d'avoir moins de ressources consommées et plus de valeur d'usage. Cela favorise la collaboration et réduit le gaspillage. À titre d'exemple, on a Michelin qui, à un moment donné, n'a plus vendu des pneus, mais des kilomètres parcourus. Ou bien ça peut être une entreprise qui décide de partager ses machines avec d'autres entreprises au lieu d'en acheter une alors qu'elle en a un usage limité. L'économie collaborative, elle, pour sa part, c'est une mise en commun de biens, de services ou de connaissances entre particuliers ou entre entreprises aussi, souvent grâce à des plateformes numériques. Donc c'est une forme sociale et numérique de l'économie de la fonctionnalité, où on va aussi privilégier l'usage plutôt que la possession. Il y a des exemples assez connus comme le covoiturage avec Blablacar ou la location d'appartements entre particuliers avec Airbnb, le partage d'outils, etc. Enfin, le bilan carbone, c'est cette fois-ci un outil de mesure. Le bilan carbone, il sert à calculer les émissions de gaz à effet de serre, ou GES, d'une activité, d'un produit ou d'une organisation. Son but, c'est de connaître son impact sur le climat pour le réduire. Donc là où l'éco-conception, je vais le repréciser, mais est multicritère et qu'on regarde tous les différents impacts d'un produit ou d'un service, la consommation d'eau, la consommation d'énergie, également les émissions de gaz à effet de serre, le bilan carbone n'évalue qu'un seul impact, qui est les émissions de gaz à effet de serre. J'ai envie de continuer avec des exemples parce que c'est le meilleur moyen de moi je trouve de parler d'éco-conception, c'est d'illustrer avec des exemples, beaucoup d'exemples, car chaque entreprise en fait, est différente. Chaque entreprise, va avoir des produits, des services, des usages différents, des applications différentes et c'est vraiment difficile d'avoir quelque chose de global qui va parler à tout le monde. Donc les exemples pour moi, voilà, ça va être le plus parlant.
Donc, un premier exemple que vous connaissez peut-être, c'est le Fairphone, qui est un smartphone éco-conçu qui a été créé aux Pays-Bas. Il a été conçu en fait pour être facilement réparable. La batterie, l'écran, la caméra sont remplaçables par l'usager avec un simple tournevis. Et l'entreprise Fairphone vend des pièces détachées et propose des tutoriels qui permettent de réparer soi-même son appareil sans avoir à changer tout le téléphone. Donc ça, c'est une partie hein, de l'éco-conception du produit, mais il y a également toute une partie intégration de matériaux recyclés et issus de filières responsables au maximum, même si c'est compliqué hein, de trouver des métaux rares issus de filières responsables. Et sa production vise également à améliorer les conditions de travail et à protéger la durée de vie et à prolonger, pardon, la durée de vie des appareils électroniques, puisque l'objectif d'une durée de vie d'un Fairphone, si je ne dis pas de bêtises, c'est de 8 ans. Un deuxième exemple qui va être cette fois-ci un service éco-conçu. On va se rapprocher de nous, on va aller en Bretagne. C'est l'entreprise Les Conciergeries Rennaises qui a fait le choix de revoir son offre existante pour y intégrer l'éco-conception. Donc, comme son nom l'indique, hein, c'est une entreprise de conciergerie qui est basée à Rennes, mais qui est présente également à Brest, à Dinard et à Saint-Malo. Il prône une logique durable, à la fois humaine, locale et éco-responsable, et qui passe par la mutualisation des déplacements pour réduire l'empreinte carbone des trajets quotidiens, un accès facilité à des produits locaux en valorisant les circuits courts, un soutien à l'économie locale avec une attention particulière à la filière biologique, un encouragement à la réparation plutôt qu'au remplacement pour prolonger la durée de vie des objets, et puis des partenariats avec des structures inclusives telles que des ESAT. Troisième exemple, pour illustrer ce qu'il est possible de faire également sur les process, je vous présente cette fois-ci la distillerie Révol qui est située dans le Vercors et qui est spécialisée dans la production de whisky bio. L'entreprise a mis en place un programme de développement durable qui vise à réduire son impact environnemental. Ils utilisent pour cela des semences et des ferments qu'ils autoproduisent. Ils utilisent également des céréales locales issues de l'agriculture biologique. Ils ont mis en place le recyclage de l'eau ainsi que des énergies renouvelables locales. Ils utilisent également des bouteilles éco-conçues en verre de transition. Alors, en gros, le verre de transition, si j'ai bien compris, c'est que des fois, les verriers proposent des verres transparents et puis d'autres fois, ils ont des verres de couleur. Et les verres de transition vont être tous les verres produits entre deux quand il y a un peu un mélange de couleurs. Et donc, c'est normalement des bouteilles en verre qui ne sont pas valorisées, qui ne sont pas utilisées. On va continuer sur les exemples, mais cette fois-ci, je vais vous faire jouer à nouveau. Je vais vous présenter différents produits ou services et vous allez me dire si vous pensez qu'ils sont éco-conçus ou pas éco-conçus. La gourde Doper. Est-ce que cette gourde, à votre avis, est éco-conçue ou pas éco-conçue? On voit que c'est une gourde comme on a l'habitude, hein, pour mettre de l'eau du robinet, mais que le haut de la gourde se dévisse également pour en faire un verre. Voilà, petit verre à pied. On a 75% de personnes qui pensent que c'est éco-conçu et 25% qui pensent que ce n'est pas éco-conçu. Donc effectivement, vous avez raison, c'est un produit éco-conçu. Le design a été fait en 3 parties, ça on l'a vu, mais a été conçu pour être facile à recycler. Également, ils ont d'autres produits en acier qui vont contenir de l'acier inoxydable recyclé. On voit hein, sur l'écran là les allégations de ce qu'ils ont mis en place. Ils ont bénéficié d'un prix en 2024 pour cette gourde. Ils ont lancé un passeport numérique du produit qui permet aux consommateurs de suivre l'intégralité du cycle de vie de chaque produit, etc., etc. On est sur un vrai produit éco-conçu. Deuxième exemple. Je vous présente cette fois-ci McDonald's et la fin des jouets en plastique. Éco-conçu ou pas éco-conçu.
Et effectivement, vous avez raison, ce n'est absolument pas éco-conçu. C'est un bel exemple de ce qu'on appelle du greenwashing, car non seulement on détourne l'attention des vraies sources de gaz, des émissions de gaz à effet de serre de cette entreprise qui est la consommation de viande de bœuf. Elle propose une solution inadaptée. Il faudrait éviter la production inutile de jouets gratuits plutôt que de changer leurs matériaux. Elle n'apporte pas de preuves justifiant que l'empreinte carbone et environnementale des nouveaux jouets sera inférieure à celle des précédents. Et elle entretient le mythe selon lequel les matériaux recyclables est un choix éco-responsable, sachant qu'on ne peut pas forcément garantir que tout sera recyclé par manque de structures potentiellement adéquates de recyclage. Nouvel exemple, le Naoflore. Hop. Le parquet Naoflore est-il éco-conçu à votre avis? Donc il s'agit d'un parquet massif de l'entreprise Deschaumes qui a été conçu en pose comme un parquet flottant. Ça se clipse en fait comme un parquet flottant. Est-il éco-conçu ou pas éco-conçu? J'ai 7 réponses. 8. Donc vous êtes à peu près 75. Ah, ça baisse un peu. 75, on va dire à peu près 3/4 aussi, 2/3, 3/4 à penser qu'il est éco-conçu. Et vous avez à nouveau raison, bravo, vous avez l'œil exercé, je ne vais pas réussir à vous tromper. Il est effectivement entièrement biosourcé, le bois est certifié PEFC et l'entreprise annonce un bilan carbone neutre sur la durée de vie du parquet. Du fait qu'il est facile à poser, il ne nécessite pas de produits chimiques, de colle ou de clous, et il est démontable, réutilisable et réemployable pour une durée de vie bien plus longue qu'un parquet flottant qui ne serait pas en bois massif. À présent, le rasoir Wilkinson est-il éco-conçu? Eh bien, c'est à nouveau un exemple de greenwashing, puisque la communication se tourne principalement autour du packaging qui est dit écologique, puisque la marque a lancé des rasoirs présentés comme plus verts grâce à un emballage en carton recyclé à la place d'un blister. Or, le changement porte uniquement sur l'emballage, sans modification de la conception du rasoir en lui-même. La partie principale en plastique continue d'utiliser des matières difficiles à recycler et le nombre de déchets générés reste inchangé. Donc on est vraiment sur des aspects de marketing qui va détourner l'attention de l'impact environnemental principal du produit et se focus sur une amélioration qui est très mineure. Alors, plus difficile. Enfin, moi, je trouve qu'il est plus difficile, mais la Volkswagen, la voiture Volkswagen XL1, est-elle éco-conçue ou pas? Sachant qu'elle est l'aboutissement d'un ambitieux projet. C'est un vrai produit, hein, lancé au début du XXIe siècle par Volkswagen. L'objectif du dirigeant, ce qu'il a demandé à ses équipes, c'est de produire une voiture de série qui ne consomme qu'1 litre au 100 km. Donc c'était ça la demande et donc les équipes ont conçu, cette voiture, qui effectivement, bénéficie d'un faible taux de consommation avec un record officiel de 0,9 litres au 100 km et une faible émission de CO2 de 21 grammes par kilomètre. La carrosserie est en forme de goutte d'eau et elle est fabriquée avec des solutions de matériaux d'avant-garde pour parvenir à une masse de à peine 800 kg avec fibre de carbone et polymère. L'aérodynamique est record. On voit que les rétroviseurs extérieurs ont été supprimés pour être remplacés par des caméras pour gagner à nouveau en aérodynamisme. Et c'est une motorisation diesel hybride rechargeable. Alors, moi, je ne suis pas très voiture, donc ne me posez pas trop plus de questions. Et on voit que vous êtes 58% à penser qu'elle a été éco-conçue, alors qu'en fait, effectivement, elle n'a pas été éco-conçue. La demande ici, elle est de baisser la consommation de carburant et de baisser l'impact CO2, mais les autres aspects de l'éco-conception, comme les matériaux par exemple, leur recyclabilité, n'ont pas du tout été en fait étudiés dans ce cas. Donc effectivement, elle est quand même intéressante puisqu'elle réduit les impacts en CO2, la consommation, mais elle n'est pas éco-conçue.
Un dernier exemple, cette fois-ci, on va être dans les services. Éco-conçu ou pas éco-conçu, la messagerie tribale. On est une majorité encore de oui sur cette messagerie. Et effectivement, la messagerie tribale, elle a été éco-conçue, hein. Je vous avoue, hein, c'est pas évident à voir juste comme ça sur la capture d'écran. Ça peut très bien être du greenwashing, mais pour de vrai, ils ont mis en place une démarche d'éco-conception qui passe par l'optimisation de l'usage et des fonctionnalités. Les messages sont conservés par exemple par défaut une durée maximale de 7 jours pour limiter le volume de données stockées. Le mode sombre est privilégié pour réduire la consommation d'énergie. Il y a également des optimisations techniques pour limiter la consommation de ressources physiques et donc l'usage des batteries. Il y a eu des choix d'architecture technique également, du travail sur le design et l'ergonomie pour renforcer l'accessibilité et la simplicité de cette application. Donc oui, c'est éco-conçu. Eh bien, merci d'avoir joué avec moi. Maintenant, on va passer à les bénéfices qu'on peut attendre de l'éco-conception et je vais à nouveau vous interroger. Vraiment, je vous fais vraiment beaucoup travailler ce matin sur les idées reçues sur l'éco-conception. Alors, première question, vrai ou faux? Les produits éco-conçus sont moins performants techniquement. Vous êtes 94% à juger que c'est faux. Effectivement, c'est faux. Ils sont souvent plus performants techniquement car on a poussé leurs usages au maximum. La deuxième question, un produit éco-conçu est forcément plus cher pour le consommateur. Effectivement, c'est faux. Puisque il faut comparer en fait sur toute la durée d'usage du produit et souvent les produits éco-conçus sont faits pour durer plus longtemps et donc sur toute la durée d'usage au final sont moins chers. La satisfaction des clients est plus élevée pour les produits-services éco-conçus. Vous avez à 67% répondu vrai et c'est vrai. La satisfaction des clients est souvent plus élevée. Et enfin, un produit éco-conçu ne coûte pas plus cher à produire. Vous êtes 60% à avoir jugé que c'est vrai. Et là, par contre, effectivement, c'est faux. À nouveau, on va repartir sur un rapport de l'ADEME qui analyse les bénéfices économiques de l'éco-conception pour les entreprises. Et on voit que par rapport à un produit initial, le panel qui a été étudié après avoir mis en place des produits éco-conçus, c'est qu'on a un impact sur la performance environnementale hein, qui est supérieur, un impact sur la satisfaction client qui est également supérieur de plus un point là à peu près. Je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, mais là on voit qu'il y a plus un point ici, il y a plus de points. Les parts de marché également sont en progression d'un point. La baisse des coûts, par contre, ça n'est pas forcément le cas. C'est que souvent, on va partir sur des produits plus chers, un peu plus chers. Donc, ça n'induit pas forcément une baisse des coûts. Au niveau du prix, ça a un impact positif parce que du coup, ça va souvent générer un chiffre d'affaires plus important et avec une valeur ajoutée plus importante. Donc, au niveau du prix et du chiffre d'affaires, l'entreprise va s'y retrouver. Le coût de revient sur le consommateur, on le voit ici, il reste à peu près équivalent. Ça ne bouge pas vraiment, je vous le disais, hein, par rapport à la durée de vie du produit. La performance technique, souvent, elle est supérieure également. Donc, si je résume les impacts pour l'entreprise, il y a des aspects financiers, comme des coûts en hausse avec des matières premières plus exigeantes, des procédés plus énergivores, des ressources humaines supplémentaires et puis des investissements un petit peu supplémentaires qui sont compensés par une augmentation du chiffre d'affaires avec un prix de vente plus élevé, des volumes de vente accrus, des accès à de nouvelles clientèles sensibles à l'éco-conception. Ça permet pour certaines entreprises un positionnement sur un segment haut de gamme par rapport aux précédents produits. Et également sur les aspects extra-financiers, les impacts pour l'entreprise, ça va être souvent, on le voit, une amélioration de l'image de l'entreprise, l'image de marque, et puis des effets qui sont plutôt variables sur l'organisation interne, hein. Quand on interroge les entreprises, c'est très variable d'une structure à l'autre. Il peut y avoir un effet de structuration et de cohésion d'équipe. Il y a des acquisitions de nouvelles compétences, mais les bénéfices ne sont pas forcément systématiques ou pas forcément ressentis par toutes les entreprises qui ont mis en place cette démarche d'éco-conception. Parfait. Maintenant qu'on a bien introduit le sujet, qu'on a bien vu ce que c'était, bah, vous allez me dire: «Mais OK,
comment on fait et en quoi ça consiste concrètement, comment on s'y prend. Donc je reprends rapidement quand même, hein, la définition. Pour mettre en place l'éco-conception, donc c'est une méthode de conception qui se décompose en étapes pour garantir que le produit, service ou système nouveau a réduit son impact environnemental et qu'on ne parte pas seulement sur des idées fondées sur des préjugés. Et un peu comme la question de Clément tout à l'heure. Les grands principes de l'éco-conception, il y en a 6. Le premier, c'est l'approche tout au long du cycle de vie. Donc ça, on va revenir dessus, mais il est important de définir un cycle de vie. Il y en a un pour les produits, un pour les services. Donc on va vraiment se baser à tous les instants. L'approche multicritère sur les critères d'impact sur l'environnement et à chaque étape également du cycle de vie. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de bilan carbone qui va se concentrer sur les gaz à effet de serre. Ici, vraiment, on va regarder tous les différents critères. Alors, l'eutrophisation, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est suite à un enrichissement anormal des milieux aquatiques avec des éléments nutritifs comme de l'azote ou du phosphore, ça conduit à une détérioration, d'un système aquatique par prolifération de végétaux comme les algues vertes. Voilà, c'est peut-être plus facile de présenter ça comme ça. L'acidification, c'est tout ce qui va être acidification des sols, des eaux. L'écotoxicité, c'est toute la toxicité dans les milieux écologique, et la consommation d'énergie non renouvelable, la consommation de ressources rares, on a parlé de métaux rares tout à l'heure, l'ozone troposphérique, c'est tout ce qui va être concentration d'ozone dans la basse atmosphère, dans la troposphère. Donc, on a entendu aussi tous parler de trous dans la couche d'ozone. Et puis enfin, la toxicité. Le troisième principe, c'est attention au transfert d'impact, transfert de pollution. On peut partir d'une bonne intention et se dire, je vais revoir mon produit A pour en faire un produit B qui va réduire, je ne sais pas, et ça va réduire l'effet de serre et la consommation d'énergie non renouvelable. Donc on se dit c'est positif. On voit bien là que ça se réduit. Mais peut-être qu'il y a des effets de transfert d'impact et finalement, c'est peut-être pas une si bonne idée parce qu'on va augmenter l'acidification, on va augmenter la consommation de ressources ou la toxicité parce que, mettons, un produit qui n'avait pas d'électronique, on va ajouter de l'électronique dedans, je ne sais pas. Donc il faut vraiment bien comparer tout ça et bien regarder ça d'un point de vue critère objectif. L'éco-conception, c'est important à comprendre, c'est que c'est vraiment une logique de compromis. On ne trouvera jamais le produit idéal qui fera tout ce qu'on souhaite. Il faut trouver un compromis entre les attentes clients, la faisabilité technique, l'environnement et puis la maîtrise des coûts. Donc voilà, l'éco-conception, elle va essayer au maximum de se trouver à la confluence de ces quatre axes importants, mais on ne va pas forcément toujours pouvoir répondre à tout. Il faut prendre en compte les parties prenantes, que ce soit en interne ou en externe, les clients, les fournisseurs, les salariés, etc. Et puis même des partenaires potentiels ou des entreprises de l'écosystème. Et puis prendre en compte des modèles économiques. On peut aussi ouvrir à changer son modèle économique. On a parlé tout à l'heure d'économie, de la fonctionnalité et de la collaboration. Ça peut aussi entrer dans cette logique-là d'éco-conception. Il y a 6 grandes étapes dans une démarche d'éco-conception. D'abord, on va être sur une étape de cadrage du projet. Choisir un premier produit peut-être qu'on va vouloir éco-concevoir, identifier les enjeux, et puis passer dans une étape d'évaluation environnementale d'une situation qui va être une situation qu'on va appeler de référence. Donc un diagnostic environnemental du produit existant ou d'un produit équivalent. Et puis c'est à ce moment-là qu'on va identifier les étapes du cycle de vie les plus impactantes de son produit, qu'on va choisir des bons outils d'évaluation, on va en reparler tout à l'heure, et qu'on va collecter les données nécessaires pour établir un bilan environnemental de départ. Donc là, on est vraiment dans l'ouverture.
Et à nouveau, dans l'ouverture, on va chercher des pistes d'éco-conception. Donc là, c'est une étape de créativité et d'innovation. Donc on peut utiliser des méthodes d'idéation, on peut utiliser des guides, des normes, des analyses de marge de conception ou des outils comme la roue de Brézet que je vais vous montrer tout à l'heure. Après avoir ouvert, comme dans toute démarche d'idéation, on va être dans une deuxième phase où on va refermer et une phase plutôt de décision. On va sélectionner des solutions les plus pertinentes selon les critères qu'on s'est définis, environnementaux, techniques et économiques. Et puis, on va évaluer, on va faire l'évaluation environnementale comparative. On va vérifier que la solution retenue est réellement plus performante sur le plan environnemental. Et on peut terminer par une étape de communication, d'information, que ce soit en interne auprès des salariés ou en externe auprès des clients, autres parties prenantes, etc. Je m'aperçois qu'il est déjà moins le quart et j'ai encore tellement de choses à vous dire. Je vais accélérer. Focus sur le cycle de vie d'un produit. Donc le cycle de vie d'un produit, il est aussi en 6 étapes. Il y a d'abord la conception du produit. Il y a toutes les matières premières, donc extraction des matières premières, transport des matières premières. Ensuite, il y a la fabrication en elle-même du produit. Et ça inclut les emballages, l'entreposage, etc. Il y a le transport qui inclut la distribution, les moyens de transport pour convoyer le produit fini. Ah, pardon. Ensuite, il y a l'usage. Du coup, l'usage, ça inclut l'entretien, les réparations dont le produit aurait besoin et tous les consommables utiles au bon fonctionnement. Et enfin, le tri et la fin de vie. Et sur certains produits, on peut être surpris. Coca-Cola avait publié une étude interne en 2002, alors j'ai pas pu la retrouver, mais dans lequel ils analysaient le cycle de vie d'une bouteille de Coca-Cola. Et pour eux, les plus grosses dépenses en termes de CO2 émis étaient sur l'usage de la bouteille. À 46%, en fait, c'était par rapport au frigo, pour maintenir au frais les boissons Coca-Cola. Donc, je n'ai pas réussi à retrouver cette étude, donc je ne sais pas si c'est vraiment basé sur. Enfin voilà, ça questionne. Rapidement, le focus sur le cycle de vie d'un service. La démarche d'éco-conception pour un service, elle reste globalement la même que celle d'un produit. La notion d'amélioration continue, elle va être encore plus présente parce que comme c'est un service, en fait, on peut modifier ce service très rapidement. On peut même le changer à chaque client pratiquement si on souhaite, à chaque nouvelle prestation. Donc là, on va avoir à nouveau cette étape de conception et puis on va avoir toutes les étapes de promotion, accueil et mise en relation des clients, acquisition de consommables, logistique, prestation, entretien du matériel, fin de vie de consommable parce que souvent, pour réaliser un service, on a quand même besoin de biens matériels et puis les acquisitions, les amortissements des biens matériels nécessaires à délivrer le service. Donc, par exemple, si vous êtes consultant, vous allez avoir des frais vous allez avoir un téléphone, vous allez avoir une voiture de fonction, des déplacements, un ordinateur, etc., etc. Je continue rapidement sur les outils d'éco-conception. Je ne vais pas pouvoir rentrer en détail, parce que je vois qu'il est déjà moins le quart. Et en plus, de toute façon, même avec 1 heure, ce n'était pas possible. Mais je vais évoquer les principaux outils qui peuvent exister. Le pôle éco-conception, qui est vraiment la référence en termes d'éco-conception, les visuels que j'ai présentés viennent d'eux, a défini 12 familles d'outils. Certains sont... Vous les utilisez sûrement peut-être déjà, comme le bon sens. On peut, avec le bon sens, se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans nos produits ou dans nos services. Tout ce qui va être veille, l'usage de labels, de guides, etc. Et puis, l'outil dont on entend souvent parler, qui est souvent synonyme pour les gens d'éco-conception, c'est ce qu'on appelle ici l'ACV, l'analyse du cycle de vie. Donc là, je vais vous le montrer, mais alors du coup, assez vite. Donc, l'analyse du cycle de vie. C'est un outil qui permet d'évaluer de manière scientifique et objective les impacts environnementaux. Elle permet d'éviter les fausses bonnes solutions, éviter les déplacements d'impact, et elle permet aussi de comparer les impacts entre deux produits, que ce soit entre deux produits de votre gamme, de produits de votre entreprise, ou bien deux produits concurrents, ou un produit à vous avec un produit concurrent. Là, j'avais un exemple d'analyse de cycle de vie comparative pour des solutions d'éclairage public. On voulait comparer un luminaire raccordé au réseau et un luminaire photovoltaïque, c'est-à-dire autonome, non raccordé au réseau. Donc, quand on fait cette analyse de cycle de vie,
Alors, il n'y a pas 2 analyses de cycle de vie qui vont se ressembler, hein, donc je suis désolée. Voilà, c'est souvent assez différent. Il faut d'abord définir quand même, ça c'est la base, une unité fonctionnelle de référence qui va nous permettre de comparer. Et dans ce cas-là, l'unité fonctionnelle de référence, il l'avait rédigée comme ceci: renouveler un point lumineux fonctionnel de 60 watts, initialement relié au réseau par un câble en pleine terre pour assurer un éclairage durant 30 ans en France métropolitaine. Donc cette unité fonctionnelle, pour être précise, il faut qu'elle ait une indication de quantité, ou de fréquence, de performance et de durée. Et après, une fois qu'on a défini cette unité fonctionnelle, on peut comparer les 2 solutions. Donc là, entre un luminaire raccordé et un luminaire photovoltaïque, on voit que finalement un remplacement, le luminaire photovoltaïque est 63 plus émissif de CO2, là on s'intéresse aux émissions de CO2, que celui qui est déjà raccordé. Alors, on part de l'idée qu'il y a déjà un câble d'installé, hein, donc ça serait différent sur quelque chose qui est vraiment du neuf et créé ex nihilo. Et donc, dans cette analyse de cycle de vie, on voit voilà, à chaque fois, étape par étape, on va étudier les émissions par segment, par étape, etc. Une autre analyse de cycle de vie, là c'est un exemple pour un jean, pour un pantalon. On voit que finalement, là, au niveau des indicateurs environnementaux, la plus grande pollution, elle va se faire au niveau de la culture du coton et au niveau de l'utilisation et l'entretien du pantalon. Encore quelques exemples que je trouvais intéressants à vous présenter. L'entreprise Maestria qui vend des peintures et des vernis. En 2010, il y a eu une prise de conscience environnementale et ils ont mis en place des peintures éco-labellisées. Et là, ce que je trouve intéressant sur ce graphique, c'est qu'on voit qu'en 2010, les quantités vendues en orange, ici, là, de peinture sans écolabel étaient légèrement supérieures aux quantités vendues avec l'écolabel, mais au fur et à mesure du temps, on voit que les quantités vendues avec l'écolabel ont vraiment pris le pas sur celles qui n'ont pas le label. Et donc, voilà, on voit vraiment une hausse du chiffre d'affaires pour Maestria grâce à la conjugaison d'un effet prix, avec le prix de vente plus élevé, et d'un effet volume. Un exemple cette fois-ci de process avec Ecomego. Donc Ecomego lutte contre la pollution des mégots. Il collecte, recycle et valorise les mégots pour créer une nouvelle matière plastique recyclée et recyclable. Et grâce à leur démarche de recherche et développement, ils ont permis de créer une nouvelle matière plastique recyclée qui valorise ainsi le contenu des mégots sans utiliser ni solvant ni eau. Et là, on est vraiment dans un process, puisqu'il y a le process technique de valorisation de la matière, mais également tout le process de collecte, de sensibilisation des usagers, des collectivités locales, le transport, etc. Le dernier exemple, c'est l'entreprise Sylveos, qui est un laboratoire qui développe des médicaments 100% naturels à base d'huiles essentielles et qui propose une alternative aux médicaments chimiques. Donc déjà, du fait que ce soit des huiles essentielles et pas des médicaments chimiques, on a moins de pollution des eaux usées. Euh, et puis c'est moins polluant d'un point de vue de l'extraction et de la fabrication du médicament. Et donc, c'est vraiment leur volonté d'intégrer l'éco-conception de A à Z dans la démarche de leurs produits. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans un témoignage du dirigeant, c'est qu'il y a certaines idées qu'ils ont laissées de côté. Donc, par exemple, imprimer la notice, vous voyez les notices de médicaments, c'est vraiment écrit tout petit, c'est plié au maximum, etc. Il y a beaucoup de texte. Ils ont voulu les imprimer sur du papier recyclé, sauf qu'en fait, c'est écrit tellement petit qu'il aurait fallu écrire plus gros pour que ce soit plus lisible, parce que le papier recyclé, il y a parfois un peu de matière, enfin c'est moins lisible en fait que sur du neuf. Et donc au final, il aurait fallu plus de papier. Donc ils ont décidé de conserver quand même du papier vierge pour leurs notices et ne pas utiliser du papier recyclé. Et puis également, ils ont témoigné du fait que pour
dans une logique d'éco-conception, ils voulaient mettre le plus de médicaments possible dans une tablette, le plus de gélules possible dans une tablette, sauf qu'elles sont assez petites et ils se sont rendus compte que si c'était trop serré, finalement, bah, les usagers, il y avait un risque que les patients en fait ouvrent plusieurs gélules à la fois et qu'il y ait une perte de produits si elles sont trop proches. Donc au final, ils ont aussi dû trouver un compromis du nombre de gélules dans leur tablette et n'ont pas pu faire aussi serré qu'ils l'auraient souhaité. Comment aller plus loin? Voici quelques premières pistes d'action pour vous mettre le pied à l'étrier si vous voulez aller plus loin dans l'éco-conception. Donc j'en ai parlé très vite tout à l'heure, mais sur un cycle de vie d'un produit, il y a ce qu'on appelle la roue de Brézé qui a été développée par le pôle éco-conception. Et donc ce sont c'est un peu comme une checklist en fait pour un éco-concepteur. C'est 7 axes d'amélioration qu'on peut regarder pour améliorer le cycle de vie d'un produit. Donc ça peut être la sélection des matériaux qui ont moins d'impact, une réduction de la quantité de matière, une optimisation des techniques de production, une optimisation de la logistique, réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation, l'optimisation de la durée de vie du produit et l'optimisation de la fin de vie du système. Donc voilà, c'est une petite checklist rapide. Et pour l'amélioration du cycle de vie d'un service, un peu l'équivalent. Donc ça peut être des nouveaux concepts à imaginer, acquérir des biens d'amortissement à moindre impact, promouvoir des comportements vertueux auprès de nos bénéficiaires, de nos clients, sélectionner des consommables à moindre impact, optimiser la logistique tout au long du service, réduire les impacts pendant la prestation, optimiser la durée de vie et la fin de vie. C'est un peu les mêmes éléments qu'on retrouve partiellement. Et enfin, pas besoin d'être parfait pour commencer, hein. Il y a 4 niveaux d'engagement en éco-conception, mais c'est une démarche progressive. Donc, il ne faut pas hésiter à démarrer petit avec l'amélioration d'un premier produit, des améliorations ponctuelles, comme réduire la quantité de matière ou d'emballage, des changements simples à mettre en œuvre, et puis petit à petit, passer à la reconception d'un produit, d'une gamme entière, etc., etc. L'important, c'est de démarrer. Et pour aller plus loin, il existe également un certain nombre de dispositifs d'accompagnement et d'aide financière, notamment de l'ADEME, et je vous présente ici les plus connus. L'EVAL Éco-conception, opéré par l'ADEME et la CCI des Pays de la Loire. Donc c'est pour toutes les entreprises des Pays de la Loire. Ça consiste en une demi-journée d'accompagnement, c'est quelque chose de gratuit, tout est pris en charge par l'ADEME, qui permet d'établir un premier diagnostic. Donc vous aurez les slides, donc vous aurez les liens vers les aides, pas de souci. Il y a également le premier pas éco-conception tremplin opéré par l'ADEME. Alors là, c'est pour les entreprises de moins de 250 salariés. C'est le financement d'un professionnel de l'éco-conception pour vous sensibiliser ou vous familiariser à la démarche. Il y a une prise en charge entre 70 et 80% par l'ADEME avec un plafond de 5 000 €. Le DIAG Éco-conception, opéré par l'ADEME et BPI France, à nouveau pour les PME. Et là, on est sur des conseils d'un expert pendant 18 jours, sur une durée de 6 à 8 mois, et une subvention à 70% de l'ADEME, avec un reste à charge qui oscille entre 5 400 € hors taxe et 7 200 € hors taxe en fonction de la taille de votre entreprise. Et le dernier, je sais que je vais très vite, hein, je suis vraiment désolée, mais c'est Éco-produire, opéré par l'ADEME et la CCI des Pays de la Loire, à nouveau pour les entreprises de la région. Ici, c'est 15 jours et demi d'accompagnement sur 15 mois et une prise en charge par l'ADEME qui va vous permettre d'avoir un reste à charge entre 2 000 et 5 000 € hors taxe en fonction de votre effectif. Pour conclure, 90% des consommateurs attendent des marques qu'elles proposent des produits et services plus responsables et 48% des Français sont prêts à payer plus cher un produit proposé par une entreprise engagée dans la RSE. Donc tout pousse à l'intégrer dans nos façons de concevoir nos produits et nos services. Et l'éco-conception, c'est finalement intégrer l'aspect environnemental dans la conception de vos produits ou services, ce que vous faites déjà. Donc rajouter ce critère de l'environnement.
J'en profite pour vous parler de notre prochain événement qui sera le mardi 9 décembre. Et là, on continuera sur la thématique de l'éco-conception avec une matinée de l'innovation. Cette fois-ci, vous pourrez venir dans nos locaux et voir des témoignages d'entreprises qui l'ont mis en œuvre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à venir. En tout cas, merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite également une bonne journée et regardez, il est midi pile, magnifique.